Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Dernier volet ce vendredi de notre semaine spéciale Cameroun avec un dossier du jour consacré aux nouveaux talents du cinéma. Au sommaire également, le gouvernement béninois a approuvé ce mercredi la décision visant la suppression des frais de visa au profit des ressortissants des pays africains. Et puis au Burkina Faso, les milices populaires gagnent du terrain, si bien qu'un décret permettant de les encadrer a été adopté ce 5 octobre 2016. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, en invité Maxwell Kadeval. Bonsoir, vous êtes cinéaste camerounais, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec nous également sur ce plateau, nos éditorialistes, Gracien Rokindikiza. Bonsoir Gracien. Bonsoir Graziella, bonsoir à tous. Et Malik Acher. Malik, bonsoir. Bonsoir Graziella et bonsoir à tous ceux qui nous accueillent chez eux. Tout de suite, c'est l'info du jour. Les ressortissants africains peuvent désormais entrer et vivre au Bénin sans visa. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres de ce 5 octobre 2016. Reste à obtenir l'approbation du Parlement. C'est un reportage de Lefty Ouno, notre correspondant au Bénin. La libre circulation des personnes et l'intégration africaine préoccupent le gouvernement béninois. Au terme du Conseil des ministres tenu ce mercredi 5 octobre 2016, le gouvernement a décrété la mise en application de l'exemption des visas d'entrée et de séjour au Bénin au profit des ressortissants non immigrants africains. Une décision annoncée quelques semaines plus tôt par le président de la République Patrice Talon lors d'une visite de travail au Rwanda. Le gouvernement a aussi décidé de mettre en œuvre la délivrance du visa en ligne pour les ressortissants des autres pays. Il s'agit donc de fixer ou non des frais pour les ressortissants non immigrants des pays africains. Le visa est sans frais. La nature du passeport a été définie, la durée du séjour également, et il y aura délivrance de visas en ligne au profit des étrangers non africains. Cette décision gouvernementale est le prolongement des efforts déjà consentis par l'État béninois pour faciliter l'entrée des étrangers sur son territoire. Pour de nombreux ressortissants africains vivant au Bénin, cette décision est salutaire. Avant cette décision, l'ONG œuvrait déjà pour qu'il y ait une facilité pour les gens qui viennent, pour les Centrafricains venant au pays juste pour un court séjour. Donc pour cela, on avait fait quelques démarches et on nous avait accepté 80 jours sans visa. Si tu veux rester ici, si tu veux faire plus de 80 jours, c'est à ce moment que tu peux payer le séjour, dans ta carte de séjour. Mais si tu viens seulement pour un délai de 90 jours, il n'y a pas de visa. Rappelons que cette décision du Conseil des ministres implique la révision de la loi portant régime des étrangers en République du Bénin, une procédure qui va nécessiter le concours du Parlement béninois. Gracien, quels avantages représente une telle mesure pour le Bénin? D'abord pour le Bénin, le président Talon avait été au Rwanda, il a rencontré le président Kagame. Le Rwanda, c'est pratiquement le premier pays en Afrique qui a mis en place cette mesure. On laisse entrer tous les Africains. L'avantage de cette mesure, c'est que, d'abord, au niveau des Africains, on dit bien que nous sommes des frères. Le frère peut entrer chez l'autre sans demander une autorisation, c'est normal. Et cette façon, c'est une façon aussi de faire. Il faut que les Africains puissent voyager dans les pays africains, non pas seulement privilégier les voyages entre l'Afrique et l'Europe. L'autre avantage, c'est qu'il y a beaucoup de circulation de biens, des gens qui passent. On peut passer dans un pays sans avoir l'intention, par exemple, d'investir et repartir avec une idée en se disant « je reviendrai faire les affaires dans ce pays ». Il y a des gens, des intellectuels qui peuvent passer et voir ce qui se fait au niveau de l'université, au niveau d'autres choses, revenir apporter une plus-value. Exactement, c'est comme au Rwanda. On voit bien qu'au Rwanda, il y a beaucoup d'Africains qui circulent, beaucoup d'Africains qui s'installent et c'est pour le bien du peuple, ça sera pour le bien du peuple béninois aussi. Alors Malik, outre donc l'intégration régionale qui pourra être renforcée, cette mesure peut également permettre de booster notamment l'activité touristique au Bénin et donc
également les échanges commerciaux avec les autres États africains. Vous avez raison, la facilité des visas permettra justement d'accroître la croissance économique du Bénin. Et vous parlez du volet touristique. Vous avez raison de parler de ce volet-là parce qu'on a en Afrique une classe moyenne qui émerge. Nous avons des Africains qui veulent consommer et donc qui veulent consommer des produits touristiques. Et le Bénin, au vu de son positionnement géographique, au vu de sa diversité sur le plan environnemental et la qualité de ses paysages, pourrait accueillir davantage de touristes internationaux, mais aussi africains. Pensons déjà aux Africains. Une intégration qui doit se faire parce que vous savez, les peuples se fient des frontières. Finalement, les frontières, c'est un concept assez moderne. Les peuples ont toujours été, je dirais, mobiles et se fiaient des frontières parce qu'il y avait une proximité culturelle entre les peuples. Un Béninois n'est pas si différent qu'un Ivoirien, qu'un Burkinabé. Donc, c'est une bonne mesure. Ça permettra, je dirais, de renforcer les liens entre les pays de la région. Alors, qui dit avantage dit forcément aussi inconvénient. Quelles pourraient être les limites d'une telle décision, Malik? On est dans un contexte sécuritaire assez difficile. Donc, nous savons qu'il y a cette nécessité pour les États de contrôler les frontières et justement de ne pas subir les contre-coups, notamment pour le Bénin qui est relativement épargné, par exemple de l'expansion du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Bien qu'il y ait cette coopération entre les États et qu'il y ait beaucoup d'efforts et que le terrorisme est un combat qui unit beaucoup de pays africains, il y a cette nécessité de faire attention, notamment dans la protection des frontières. Ce qui me plaît dans la décision du Bénin, c'est qu'on peut demander un visa en ligne. Donc on connaît un peu le demandeur, on peut avoir, je dirais, des recherches en amont pour savoir s'il correspond bien à un visiteur qui veut visiter le pays. Merci Malik. Dans l'actualité également, au Burkina Faso, le Conseil des ministres de ce 5 octobre 2016 a débouché sur l'adoption d'un tout autre décret. Celui-ci concerne les groupes d'autodéfense, les Coluegos. Explication dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Adopté en Conseil des ministres le mercredi 5 octobre, un décret portant définition des modalités de participation des populations à la mise en œuvre de la police de proximité au Burkina Faso vise l'encadrement des initiatives locales de sécurité. Une mesure saluée par nombre d'observateurs et qui vient une fois de plus traduire en acte la volonté du gouvernement de donner un clair aperçu du statut des groupes d'autodéfense, les Coluegos, dans le dispositif sécuritaire du pays. Pourquoi le problème est devenu aujourd'hui un débat? C'est les magistrats qui ont mal posé le problème parce qu'ils sont sortis automatiquement comme des opposants et ils appellent à dissoudre les Coluegos. Non, c'est un phénomène social qui est né et il faut l'appréhender pour trouver des solutions. En le cernant, les solutions, en faisant un bon diagnostic social, les solutions se présentent par elles-mêmes. Toujours selon la décision, il reviendra au Conseil des collectivités locales, aux autorités administratives et aux forces de sécurité d'assurer le suivi des activités des groupes d'autodéfense. Si c'est un signal fort reçu par ces derniers, de l'avis des Burkinabés, ce décret pourrait permettre un plus grand ancrage des services de sécurité sur toute l'étendue du territoire. Mao en Chine avait dit que la révolution chinoise sera paysanne ou ne sera pas. Parce qu'il avait compris qu'il faut aller commencer par la base. Aujourd'hui, vous partez dans des villages, tout un département, il n'y a ni police, ni la gendarmerie. La justice, tu peux parcourir 50 km, 30 km, 40 km, 100 km même pour aller pour un problème de justice. Longtemps restés au cœur de la polémique, les Coluegos sont des milices armées populaires qui se sont fédérées en vue de faire face aux nombreux cas de vol dont étaient victimes les villageois. Dès lors, ils s'étaient multipliés et avaient érigé leurs propres tribunaux, défiant ainsi le système judiciaire en place. L'avènement d'un tel décret pourrait alors rassurer les associations de défense des droits humains qui, elles, n'avaient cessé de dénoncer certaines bavures occasionnées par ces groupes. Alors tout d'abord, Gratien, la montée en puissance de ces milices rurales n'est-elle pas une conséquence de la présence irrégulière et peut-être insuffisante des forces de sécurité au Burkina Faso? Oui, la constitution de ces milices a pris source, disons, dans l'absence de la police, l'absence de la gendarmerie.
dans un pays, il faut savoir qu'en principe, dans un pays, il y a une police de fait. Quand la police n'existait pas, c'est-à-dire que les gens essaient de se constituer pour assurer leur sécurité. Ça date de longtemps, même du temps de l'Antiquité, tout le monde, du temps de la préhistoire. Les gens essayaient de se défendre. Il s'est constitué cette milice, mais en même temps, la milice est devenue pratiquement une justice, parce qu'elle rend justice, elle se rend justice. Il y a des bavures qui se faisaient. Donc, ce qui fait que finalement, il y avait quelque chose qui a échappé à l'État, au pouvoir central, c'était l'administration, parce que administrer, ça veut dire avoir une certaine force, la force échappée à l'État, donc l'administration de la zone ou du département échappée à l'État. C'était une mauvaise chose, mais aujourd'hui, je pense que la solution qui est prise, je ne sais pas si vraiment c'est une bonne chose, parce qu'on reprend les mêmes, on change de nom, ils sont encadrés, mais le mieux aurait été pratiquement de les intégrer, de faire un recensement, je dirais même de les intégrer dans les forces de l'ordre, reconstituer les forces de l'ordre et non pas reprendre la même chose pour faire le même travail et de cette façon les payer avec les deniers de l'État, non pas des départements, des communes qui peuvent manquer d'argent, parce que pour moi, ces milices ne seront pas bien encadrées parce que déjà il manquait les éléments de la police, on n'aura pas assez de policiers pour les encadrer. Vous partagez ce point de vue, Malik ? En partie, oui. Le risque, c'est justement de ne pas avoir cet encadrement dont soulignait Gratien. Il faudrait justement que le lien soit véritablement fort entre l'administration locale et, par exemple, ces groupes d'autodéfense. Parce que si vous avez ce lien qui est rompu, vous pouvez avoir des dérives et ça peut être très grave. Gratien a raison de dire finalement, s'ils ne sont pas contrôlés, s'ils n'ont pas justement l'encadrement de l'administration locale, ils peuvent, entre guillemets, faire ce qu'ils veulent et donc commettre parfois des dérapages. Moi, je pense que ça se passera bien si la population... parce que la population a une certaine influence, un certain contrôle quand même. Et elle sait bien à qui elle donne, je dirais, ce pouvoir-là d'assurer la sécurité. Mais on est dans une phase au Burkina Faso de redéploiement de l'état de droit. Et donc cela prend du temps. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, on a créé la police des polices pour contrôler justement cette police de proximité, pour éviter justement les dérapages. Donc c'est un processus qui est long. Et puis je trouve cette je dirais, assimilation des groupes d'autodéfense à l'autorité locale une bonne chose, parce que ça permettra justement de sécuriser certaines contrées, notamment celles qui sont lointaines. On se demande quand même, Gratien, d'où viennent les armes utilisées par ces milices populaires finalement. Bon, c'est bien, c'est une région, il y a beaucoup d'armes. Il y a le Sahel, il y a beaucoup d'armes qui circulent dans le Sahel. C'est un secret de polichinelle. Ils s'approvisionnent même dans les mêmes milieux. On sait bien qu'il y a les milieux mafieux qui se promènent dans la région, même les milieux islamistes. Ils vendent leurs armes pour avoir l'argent, faire autre chose. Et en même temps, il faut savoir, quand on voit bien leur armement, aujourd'hui, il y a dans beaucoup de pays africains, je pense aussi au Burkina Faso, on fabrique des armes. Les armes, il n'y a pas de secret. On sait bien qu'il y a une balle où il y a de la poudre. Donc, pour faire, il faut qu'il y ait quelque chose qui explose. On sait bien fabriquer les armes, on sait bien fabriquer des munitions des fois. Et donc, on trouve toujours des armes. Et on voit bien, ils ont aussi des armes qui sont des armes traditionnelles. Ce n'est pas compliqué pour une milice d'avoir des armes pour se défendre. Ben justement, avec autant d'armes, Malik, est-ce que les collectivités locales, finalement, sont suffisamment outillées pour les encadrer? Non, parce que l'État n'est pas réparti partout. C'est-à-dire, on parlait de contrôle, d'encadrement. Cet encadrement-là, il n'est pas présent partout. Et très difficile, justement, d'encadrer ces groupes-là. Et très difficile d'identifier, justement, les armes. C'est pour ça que l'État a ce rôle-là, c'est d'identifier d'où proviennent les équipements qui sont fournis à ces groupes-là. Parce que si vous n'avez pas d'identification, vous pouvez avoir un trafic, ces personnes-là qui vont trouver en ces armes-là un business juteux. Et justement, comme nous sommes dans une zone instable, ils vont trouver des acheteurs très facilement. Merci Malik pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.